Bonjour, bienvenue à cette keynote de clôture des Assises de la cybersécurité 2024. J'ai envie de vous dire, et j'assume, le meilleur pour la fin. Nous avons commencé avec la journée de mercredi en parlant de tout ce qu'on a appris, l'émotion, l'élan, les apprentissages de ces magnifiques Jeux olympiques et paralympiques. Et je suis particulièrement fière parce qu'on boucle la boucle. Et cette keynote, je dois vous dire, elle nous dépasse. Pourquoi? On était censé faire juste un rétex. Et en fait, non. On a un duo qui va nous expliquer comment on peut vraiment apprendre l'imprévisible, le voir, le dénicher et partager tout ça avec vous. Et j'ajoute aussi, autre sujet de fierté, et c'est ça, vous ne savez pas le background, Benoît Delpierre et France Régul se sont engagés pour cette keynote bien avant les Jeux olympiques et paralympiques. Et je vais vous dire que ce n'est pas donné de savoir, vous connaissez tous combien c'est difficile de prévoir en avant et de s'engager pour dire, quoi qu'il arrive, nous allons partager notre vécu avec la communauté. Donc vraiment, ils ont vraiment joué le jeu, ils ont vraiment pris des risques et on est très contents de les avoir. Mais avant, je vais vous proposer un petit plongeon dans ce rétex des Jeux olympiques et paralympiques. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour à tous. On est vraiment très content de vous retrouver ici pour profiter encore quelques minutes, se remémorer ces grands moments. Elle est formidable cette musique. Elle signifie beaucoup pour nous. Je suis donc France Régul, je suis directeur de la cybersécurité et RSSI pour Paris 2024, le comité d'organisation des Jeux olympiques et paralympiques. Et moi, je suis Benoît Delpierre, je suis CTO pour Evidence Cyber Security Service. Et on va vous raconter un petit peu comment on a vécu les Jeux olympiques ensemble d'un point de vue cybersécurité, évidemment. Voilà. Alors on s'est dit qu'on allait commencer par rentrer dans le dur, c'est la dernière keynote, les assises ont été éprouvantes pour les organismes, donc on va très rapidement vous donner les chiffres que beaucoup d'entre vous attendent. Avant, je voulais recadrer un petit peu ce dont on parle, donc le comité d'organisation des Jeux olympiques et paralympiques, c'est celui qu'on appelle couramment l'organisateur des Jeux, c'est-à-dire que c'est la structure qui était en charge de livrer les compétitions et les cérémonies. Ça représente environ 5000 personnes au début des Jeux olympiques et à peu près 2 fois plus en partenaires et prestataires de tout poil. Et ce sont les gens qui, dans l'ombre, depuis plusieurs années, depuis début 2017 pour certains d'entre eux, ont travaillé pour nous livrer ces jeux formidables et inoubliables. Mais rentrons tout de suite dans le vif du sujet, comme on l'avait dit, avec les chiffres. Donc, les chiffres, avant de les mettre en perspective, comme je disais, le COJOP, c'est durant les Jeux olympiques une quarantaine de sites qu'il faut relier entre eux à travers environ 9000 points d'accès réseau. On parle de plus de 12 000 postes de travail et environ 240 applications qui ont été développées, livrées et mises en production sur une durée d'un petit peu plus de 4 ans. Donc on est à peu près dans les chiffres d'une belle ETI déjà. Et évidemment, c'est juste l'événement sportif au monde le plus suivi et donc le plus attaqué. 55 milliards d'événements de cybersécurité. 900 tickets analysés, 0 incident opérationnel cyber. On aime bien, parce que tout le monde nous a demandé ces chiffres, mais avoir une vue un peu différente sur ces chiffres, qui est de dire, parce qu'on nous les avait demandés avant, par rapport aux éditions précédentes, nous, notre perspective, c'est de se dire 55 milliards d'événements, est-ce que c'est significatif d'un point de vue cyber? Pas forcément. 55 milliards d'événements, ça veut dire qu'on a réussi à intégrer une plateforme qui nous permettait de gérer 55 milliards d'événements. Mais d'un point de vue métier cyber, ce qui est intéressant, c'est qu'on a traité, analysé 900 tickets, ce qui est très peu par rapport aux milliards d'événements. Et c'est ça, c'est là-dessus que l'enjeu
et là-dessus qu'on va vous donner quelques informations, c'est comment, avec autant d'événements, on analyse aussi peu de tickets. On a voulu travailler sur la qualité des tickets, et justement, ce qui nous a permis, peu importe le niveau de criticité des tickets, et souvent en cybersécurité, on dit, quand on prend une criticité élevée ou high, on n'est pas bien. Oui, on n'est pas bien. Mais ce qui est intéressant, d'un point de vue cyber, c'est de traiter les tickets qui sont en priorité low. Parce qu'on sait très bien que les attaquants, ils ne vont pas arriver en sonnant une cloche, en disant c'est nous qu'on arrive, attention, on est là. Donc, avec aussi peu d'un ticket, aussi peu, je m'entends, mais vous pouvez passer du temps à analyser les tickets. Et c'est ça qu'on voudrait mettre en perspective par rapport à ces chiffres. C'est pas de se dire, vous attachez pas forcément aux volumétries d'événements, attachez-vous à la qualité qu'on a réussi à en tirer. Exactement. Et puis, souvenons-nous de ce que nous rappelait Vincent Strubel il y a encore 2 jours. Au-delà de ces chiffres, l'été a été agité pour nous et pour tout notre écosystème. Et donc, c'est une victoire collective qu'on partage avec la plupart d'entre vous, à vrai dire. D'avoir obtenu ce 0 incident, c'est aussi une reconnaissance qu'on a obtenue de l'ensemble de nos partenaires et du CIO. Donc, pour en arriver là, il y a 4 ans de préparation. Hein. Vous savez comment c'est la cybersécurité. Mon SOC manager dit souvent train hard, fight easy. C'est ce qu'on a essayé de faire. Et donc, on va essayer de vous raconter un petit peu, dans le mode rapide, ces 4 années de préparation et comment on en vient à livrer un tel événement. Alors, quelques dates clés, en fait. Le début du projet, en ce qui me concerne, c'est début 2020, juste avant la pandémie, juste avant le confinement. Au début, c'est illustré par la photo là-haut, c'est moi-même et moi tout seul, en train de faire de la cybersécurité avec un antivirus. C'est la solitude de la page blanche, c'est se demander, OK, ce type d'événement, c'est quoi les menaces? C'est quoi le profil de risque d'un événement sportif? C'est déjà quoi le métier derrière? Qu'est-ce qu'on livre? Qu'est-ce qu'on fait? Où est-ce qu'on veut aller? Quelle est la stratégie? Quelle est la cible? Et puis surtout, OK, une fois qu'on a la cible, comment on y va? Comment on part de 0 et comment on va monter une équipe qui, à terme, vous le verrez tout à l'heure, emploie plus d'une centaine de personnes en l'espace de 4 ans. Il y a 3 ans, aïe, j'arrive. Alors aïe, pas pour eux, hein. Aïe pour moi. Autre perspective. Déjà, moi, je fais partie d'Eviden, une société de services, et je suis arrivé avec mes acquis, aussi avec mes réflexes, mes façons de faire. J'avais pas mal de certitudes. Première chose qui change, c'est que les JOP, c'est un événement sportif mondial, et finalement, il a fallu que je comprenne le métier. Et ça, d'un point de vue cybersécurité, il faut comprendre le métier. Parce que si on ne comprend pas les enjeux métiers, on ne sait pas ce qu'on doit protéger. Et en vrai, ça m'a pris un peu de temps. Donc moi, j'ai commencé par me dire, comme beaucoup de sociétés de services ou de sociétés technologiques, on va commencer par pousser nos services et nos technologies, peu importe le métier. Donc là, Franz et son équipe m'ont expliqué que ça n'allait pas se passer comme ça. Et qu'on n'a pas juste déployé des technologies parce qu'on a l'habitude de le faire. Deuxième remise en question, on a l'habitude de déployer des services et des technos de manière un peu silotée, finalement. Parce que vous ne nous demandez pas toujours des solutions intégrées. Vous pouvez nous demander juste de gérer une petite partie du service ou de la technologie, comme un EDR tout seul. Et donc, moi, je suis arrivé aussi avec ma façon de faire. Et puis, j'ai mis des services les uns à côté des autres en disant, cette équipe-là, elle va gérer cette partie-là, cette partie-là, cette partie-là. Pareil, non, tu vas nous expliquer quand même comment tu vas gérer un incident de cybersécurité, de bout en bout. Et là, c'est un paradigme un peu différent, une remise en question, aussi bien pour moi que pour notre société. Et je pense qu'en termes de retour d'expérience pour les sociétés de services, ou même certains éditeurs, de s'imaginer juste tout seul ou de fournir des services cloisonnés ou silotés, on voit que ce n'est pas forcément la direction qu'on aimerait prendre, et on va en parler un peu plus après. Donc déjà une remise en question assez importante. Et donc, entre J-3 ans et J-1 an, on donne vie, on construit la stratégie qu'on a imaginée avec mes associés, avec mes adjoints durant la première année. L'objectif, il est clair, c'est 0 incident. On manque pas de melon à ce moment-là, pas d'ambition, ça paraît facile, d'autant plus que c'est loin. L'objectif, c'est 0 incident parce que, encore une fois, on sait que quoi qu'il advienne, on sera scruté, on sera surveillé. Et que si on laisse la moindre porte entrouverte, on sera tapé.
Encore une fois, 4 milliards de téléspectateurs, c'est l'événement le plus scruté au monde. Je ne vous fais pas un dessin sur la situation géopolitique ces dernières années. Elle m'a donné quelques cheveux blancs. Comprendre aussi qu'on a une exposition médiatique qui est énorme. C'est évidemment le corollaire. À chaque fois qu'on rencontre le moindre pépin, même quand on ne rencontre pas de pépin, souvenez-vous, il y a quelques mois, les vols de PC de la mairie de Paris, les vols de PC au sein de la PHP, on a tout de suite fait le lien avec les JO. Il n'y en avait pas, mais pour le grand public, pour les médias, c'était le cas. Donc nous, il y a un an, on ouvre notre Cyber Security Operations Center. C'est le cœur du réacteur cyber pour les jeux, c'est la tour de contrôle qui va assurer la sécurité des opérations et on vous expliquera un petit peu dans quel contexte juste après. Ça veut dire qu'on rentre dans la phase finale du projet. Paradoxalement, on a livré toute la stack techno 1 an avant les jeux. Maintenant, il nous reste 1 an pour nous entraîner. Il nous reste 1 an pour faire que ça marche. Et ça commence pas très bien. On fait notre première Red Team large scope quelques mois après. Et les résultats nous laissent, moi en tout cas, me laissent un petit peu sur ma faim. C'est inévitable, tous ceux d'entre vous qui en ont fait le savent. Mais ce qu'on ignore surtout à ce moment-là, ou ce qu'on a sans doute sous-estimé sur le moment, c'est que la vraie difficulté devant nous, elle est de changer les mentalités. Elle est qu'on a juste le temps, en 1 année, de faire évoluer tout le monde, 150 personnes avec nous, pour aller vers le mode de fonctionnement, vers l'efficacité, vers le niveau de défense qu'on vise. Et justement, je vais prendre un petit exemple. Alors, pour tous ceux qui ont vécu, enfin, on fait tous partie de l'écosystème cyber, on sait ce qui s'est passé. Un matin, sur les postes Microsoft, il y a eu un petit écran bleu, un reboot. Ça nous a impacté. Moi, je ne vais pas rentrer dans l'aspect technologique des choses. Je pense que tout le monde maintenant est bien au courant du sujet. Ce qui s'est passé, c'est que nous, pendant les Jeux Olympiques, on doit travailler en 24/7. Donc pour travailler en 24/7, on avait 3 équipes avec des couleurs différentes. L'équipe Corail, l'équipe allemande et l'équipe Purple. Non, la meilleure, c'est la mienne. Corail. Et en fait... moi, je travaillais de nuit, donc je commence à 19h et je terminais à 7h du matin. Et à 7h du matin, qu'est-ce qui se passe? L'équipe suivante arrive et on fait un handover, chacun avec son remplaçant sur sa position. Et puis on raconte un petit peu ce qui s'est passé pendant notre shift et on donne les informations et on s'en va. Et au moment du handover ce matin-là, un vendredi matin, les PC, ils rebootent dans le SOC, dans le CSOC. Premier réflexe, c'est de se dire, c'est bon, on y passe, c'est pour nous, c'est formidable, on a 1 semaine des jeux. Et en fait, c'est là qu'on voit l'entraînement des équipes et l'expertise, justement, qu'on a mis en œuvre pendant 1 an, en termes d'entraînement, et justement, au travers des red teaming, on va parler de cette partie-là avec Franz après, c'est que quand ça nous est arrivé, déjà, première chose, on a continué à faire notre handover. Très rapidement, parce qu'on avait les compétences sur place, on savait qu'on n'était pas la cible, et que finalement, oui, on était impacté, mais ce n'était pas une attaque cyber contre nous. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a fait? Moi, je suis parti. Je suis parti parce que mon équipe suivante, elle arrivait pour son shift. J'avais confiance en elle. On s'était déjà entraînés tous ensemble avant. Et c'est là qu'on voit l'expertise et la confiance dans les autres qui s'est créée au travers de tout ce qu'on a fait avant. Et ça, c'est un enjeu d'un point de vue cyber. Oui, il y a des technologies, mais il y a aussi des humains. Et les humains, il faut le faire fonctionner ensemble. Et quand vous avez à 1 semaine des jeux ce type d'incident et que les gens ne courent pas dans les couloirs en criant et ils restent sereins, on sait très bien que sur un incident cyber, souvent on a envie de s'accrocher à sa chaise en disant « moi, je vais le traiter ». Eh ben non, on est parti. L'équipe qui nous a remplacés a fait le job. Et nous, comme ça, on pouvait revenir en étant frais 12 heures après. Et ça, c'est un bon retour d'expérience et on était content de pouvoir s'entraîner 1 semaine avant et que ça ne soit pas arrivé le jour de la cérémonie d'ouverture. Alors content, je ne sais pas si le mot n'est pas un peu fort. En tout cas, le fait est qu'on aborde la toute dernière ligne droite avec ce petit supplément de sérénité. On a eu la première grosse tuile. En réalité, il y en a une deuxième, mais on ne peut pas en parler. On a eu la première grosse tuile et on a survécu, on l'a surmonté. Donc arrive le jour J. Là encore, il faut remettre dans ce contexte. Ça fait la cérémonie d'ouverture, ça fait à peu près 4 heures de spectacle. Pour résumer, 4 années et demie de travail. C'est le grand examen. Moi, je dis souvent, dans ma vie, il y a la naissance de mes enfants, mon mariage et la cérémonie d'ouverture. On va savoir si on a bien bossé. On est impatient, on est anxieux, on est stressé à un niveau
difficile de dormir. Et ben en fait, vous l'avez vu, la cérémonie elle s'est bien passée de l'extérieur. Elle va même rester dans les mémoires, dans l'histoire olympique. De l'intérieur, elle est beaucoup moins calme qu'il n'y paraît. En fait, c'est une journée très très dense qui commence, souvenez-vous, avec l'attaque physique contre la SNCF, qui se poursuit avec un certain nombre d'incidents tout au long de la journée. Donc, on réussit cette journée. Je sais que je vais pouvoir continuer à faire encore un petit peu de cybersécurité dans ma vie. Mais on a encore 2 fois 15 jours d'opération. Donc ça, c'était la vision d'ensemble. Et donc, comment on a construit une stratégie pour préparer pendant 4 ans ces jeux et pour arriver à ce résultat de 0 incident. Cette stratégie, déjà, elle s'inspire finalement assez naturellement de l'environnement dans lequel on évolue, du sport. On doit préparer une finale olympique. On doit monter une équipe, on doit être prêt pour le jour J. Se préparer, se tester et s'améliorer tout du long. On a un match, encore une fois, au bout du tunnel, au bout des 4 ans, on sait que de toute façon, on aura face à nous certains des meilleurs hackers de la planète. Donc pour ça, on met en place une stratégie qui est classique, que certains d'entre vous, qui rappellera sans doute ce que vous pouvez faire dans vos propres organisations. On a un gros pôle sur la gouvernance et la coordination parce qu'on est au cœur d'un écosystème. Ça avait été rappelé par Maria et par Vincent lors de la keynote d'ouverture. On ne fait pas ça juste nous, le comité d'organisation. C'est la Team France au complet qui doit se mobiliser. On a un axe important sur la formation et la sensibilisation. On a 5000 collaborateurs, on va avoir 45 000 volontaires. On a plus de 8 millions de clients sur le club. Donc tous ces gens-là, il faut les sensibiliser. Un gros pôle sur la cyber security by design. 240 projets, une quarantaine de sites à accompagner. Ça va de stade dernier cri jusqu'à des infrastructures qui existent depuis plus de 60 ans. Un pôle très important sur la cybersécurité opérationnelle, évidemment. On doit faire les jeux, et ça, on va en parler plus longuement. Et puis, une année entière, je vous l'ai dit, de tests et exercices sous toutes les formes. De l'exercice de crise, de l'exercice sur table, du red teaming, du compromise assessment, du technology rehearsal, c'est-à-dire une semaine de tests complets. Derrière tout ça, il y a toujours ces principes clés. On part d'une feuille blanche, il faut absolument tout faire. On n'a pas de seconde chance, il n'y a pas de deuxième semaine. Enfin, il y a une deuxième semaine aux Jeux Olympiques, mais il faut pour ça qu'il y ait la première. Et puis, on doit être prêt le jour J. Et puis, voilà, pour ceux qui se demandent pourquoi on ne me voit pas dans les vidéos et pourquoi on ne voit que Benoît et Jérémy, c'est un rapport avec la journée mondiale de la calvitie. Mais voilà. Bravo, bravo. C'était les meilleurs, on prenait que les choses. Donc moi, il me reste 2 heures pour vous décrire ce schéma. Vous imaginez bien qu'on n'a pas mis ce schéma intentionnellement pour vous expliquer comment on a connecté tout ça. C'est pas le sujet. Le sujet, c'est ce que j'ai dit quand je suis arrivé au jeu, ma perspective de la cybersécurité et ce qui s'est passé durant toute l'intégration des solutions. Là, ce qu'on est en train de vous montrer, c'est qu'on a déployé, c'était complexe, on a déployé beaucoup de solutions technologiques avec différents partenaires techno. Le seul développement qui a été fait, finalement, c'est la petite case bleue qui s'appelle Grasshopper, qui est un développement d'un collègue, je dédicace ça à Sébastien. Et en fait, on se rend compte qu'on a utilisé beaucoup de technologies sur étagère, mais on n'a jamais déployé de technologie juste parce qu'il fallait le faire et parce que c'était dans la tendance du marché. On a toujours déployé des technologies d'abord parce qu'elles avaient un rôle à jouer par rapport aux risques identifiés. Ensuite, on ne déployait jamais des technologies qui étaient isolées, silotées encore une fois. Elles devaient toutes s'intégrer. Et quand vous regardez cette complexité d'architecture, il faut imaginer qu'à la fin, en opération, nous avions un chatbot dans une fenêtre WebEx qui nous permettait de passer des lignes de commande comme si vous étiez naturellement en train de parler dans une ligne de commande. Et peu importe la commande que vous pouviez passer, à ce moment-là, il y avait un ordonnancement, un workflow qui était lancé et qui prenait toutes les réactions. Un workflow de perte de PC, c'était une commande dans le chatbot qui nous permettait de standardiser déjà notre réponse, mais aussi d'être beaucoup plus rapide, parce que les Jeux Olympiques, c'est de la rapidité. Donc on sait que la tendance en cybersécurité, et on en parle depuis longtemps, c'est d'intégrer toutes les solutions entre elles pour éviter de se retrouver à gérer une multitude de consoles. Nous, on a eu une chance, Franz l'a dit, on a fait de la cybersécurité by design parce que
le système d'information s'est intégré dès le départ au système d'information et la cyber l'a accompagné et s'est développé avec. Donc on était vraiment intégré au système d'information et à la fin on a vu vraiment que cette tendance de tout intégrer, de tout connecter pour ensuite utiliser un seul chatbot pour faire toutes vos opérations cyber avec les workflows, ça fonctionne. On a eu 0 incident. Donc cette tendance est vraiment la bonne. Et encore une fois, l'idée, c'est pas de se dire c'est facile. Ça n'a pas été facile. Hein. Non, pas vraiment. Il y a beaucoup d'expertise derrière. On a transpiré pour faire ça. Il a fallu ingérer, encore une fois, 55 milliards d'événements. Pas facile à faire. Mais en le faisant, on peut vous dire qu'on a vu le résultat. Donc, un point important aussi, c'est que moi, j'avais demandé dès le départ qu'on place le CSOC au cœur de la défense. Alors, pourquoi ça s'appelle, petite parenthèse, un CSOC, Cyber Security Operations Center? Au départ, c'est parce que dans l'environnement sportif, il y a des Sport Operations Center et des Security Operations Center qui dealent avec le physique. Donc, voilà, COC, ça marchait moyen. Au fur et à mesure qu'on a avancé, ça a été une façon de marquer la rupture dans notre approche. Cyber Security Operations Center, c'est là que ça se passe. C'est au centre de toute l'organisation et c'est de là qu'on va sécuriser les jeux. Encore une fois, j'ai parlé des tendances technologiques, le fait de tout intégrer, casser les silos. Je ne dis pas que c'est une certitude et qu'il se passe que ça partout, mais on voit que le SOC, ces dernières années, a tendance un petit peu, pas à être has-been, mais on a tendance à dire oui, maintenant on va mettre une équipe EDR, maintenant on va mettre une équipe qui va gérer la vulnérabilité. Ce qui s'est fait au sein des Jeux Olympiques, c'est de dire on centralise toutes les technologies et toutes les détections et réponses au sein du SOC. Et on a fait ça en disant le SOC ne doit pas être dans sa tour d'ivoire isolé dans une salle fermée, le SOC doit être au contact des métiers et des responsables opérationnels applicatifs. Le SOC était au sein du Technology Operations Center, là où il y avait toutes les équipes digitales, toutes les équipes qui étaient en charge des applications et des infrastructures nécessaires à opérer les jeux. Pourquoi? Parce que le SOC, à un moment donné, s'il faut qu'il isole un PC parce qu'on a un doute, et que le PC, c'est un poste de commentateur qui doit faire la finale du 100 mètres, c'est peut-être pas une bonne idée, même si on a un doute. Par contre, avant, du coup, de pouvoir isoler un poste, c'est bien d'être en contact des métiers, des opérations, pour leur dire, si j'isole ce poste-là, est-ce qu'il y aura un impact sur le métier? Et là aussi, on a mis le SOC au contact des métiers. Pas dans sa tour d'ivoire, ça c'est la première chose. Deuxième chose, on a eu un rétexte de nos équipes SOC qui nous ont dit, écoutez, pour le coup, on était au centre et on s'est rendu compte qu'on avait de la valeur. C'est-à-dire que toutes les informations devaient passer par nous, mais comme toutes les informations étaient centralisées au SOC, en plus, les gens nous écoutaient. Ça veut dire que dès qu'on émettait une recommandation, elle était prise en compte. Et je pense que ça, cette tendance, du coup, encore une fois, à centraliser tous les services cyber au sein d'un SOC, mais un SOC qui est plus que de la détection, évidemment. On se retrouve avec de la threat intel, on se retrouve à faire de la collaboration avec un écosystème de partenaires, et puis on fait la détection, mais aussi on fait la réponse. Et ça, on centralise tout, contact des métiers, et en donnant du sens au travail justement des équipes. Alors ça marche. En tout cas, les résultats tentent à le prouver, mais effectivement, ça implique un facteur humain important. Donc, jouer collectif, depuis le début, c'est un des principes clés. Moi, à chaque fois que j'ai recruté quelqu'un dans mon équipe, à chaque fois que j'ai onboardé un nouveau partenaire, je leur ai dit, on va devoir traverser du gros temps ensemble, et je veux qu'on puisse compter les uns sur les autres. Et ça ne veut pas dire qu'on va juste aller prendre des coups ensemble. Ça veut dire qu'on va prendre des coups, mais avec un P à la fin, et il faudra qu'on se relève à chaque fois. Jouer collectif, ça veut dire aussi s'inscrire dans un écosystème, ça veut dire solliciter autour de nous, fédérer autour de nous des partenaires, au travers de l'ANSSI, mais au travers d'initiatives également qu'on a menées en notre nom propre. Et puis ça veut dire tenir compte de l'importance de l'humain, parce que les notions qu'on vient d'évoquer sur le SOC avec Benoît, elles ne viennent pas naturellement, que ce soit au sein d'Eviden ou au sein de la plupart des gens avec qui on travaille, on leur demande de sortir de leur zone de confort. On leur demande de se frotter à la réalité et puis de donner vie à la stratégie qui avait l'air super bien sur les slides. Donc c'est un travail de
4 années et demie, avec un gros focus évidemment sur la dernière année, hein, à partir du moment où cette pile technologie existe, où ce CSOC qu'on a aperçu dans les vidéos, il est physiquement matérialisé, on commence à travailler dedans, et on a retenu trois grands temps autour de ça. Donc le premier, c'est que avant les jeux, il y a donc ces étapes que j'ai mentionnées, les technology rehearsals. Les technology rehearsals, il y a une semaine en mars, une semaine en mai. En fait, on collecte tous les spécialistes de la technologie des jeux, et ça inclut les équipes de cybersécurité. On les met dans le Technology Operations Center, dans le Cyber Security Operations Center, et on leur balance des incidents, jusqu'à, ça doit être quelques dizaines de tickets sérieux à traiter en parallèle sur une journée, et on stresse le dispositif pour savoir si ça fonctionne ou pas. Et là, la question, elle n'est plus du tout technologique. La question, elle n'est pas de savoir si ma collègue de log, elle est dimensionnée correctement. La question, elle est de savoir est-ce que les gens, ils arrivent à travailler ensemble. Est-ce qu'ils arrivent, dans l'hypothèse où dans quelques minutes, c'est la finale du 100 mètres, à régler le problème dans un délai acceptable? La réponse, c'est que la première fois, pas trop. Il y avait quelques améliorations qu'il était possible de faire. Et donc, ça a remis en plein l'humain au centre de nos discussions. Et c'est compliqué, dans des délais aussi courts, d'aborder des problématiques d'organisation, de préparation, d'esprit d'équipe. Ça nous a fait travailler énormément sur le vivre ensemble. On est très fiers de vous montrer ces vidéos parce que derrière ça, il y a un vrai travail de décoration d'intérieur. Il y a une vraie réflexion sur comment on rend ce lieu efficace pour y travailler, mais également confortable pour y vivre. Parce que c'est littéralement ça. Pendant 4 semaines avant les Jeux Olympiques et pendant les Jeux Olympiques, on y est en 24/7. On fait des shifts de 12 heures. On voit plus nos collègues de bureau que nos familles. Aussi parce qu'on doit, dans ce CSOC, travailler avec l'extérieur. Ça apparaissait dans le slide précédent. Et les technologies rehearsal, elles nous permettent aussi de travailler dans cette direction-là. En simulant des incidents qui affectent notre écosystème, qui affectent des opérateurs de transport, des opérateurs d'énergie, ça nous permet de nouer des liens avec ces gens-là et, dans le cas où on aura un problème durant les opérations, d'être efficace et de ne pas commencer par se demander qui c'est ce type qui m'appelle, c'est quoi sa légitimité pour me demander des renseignements. Et pendant les Jeux, moi je vous donne un conseil, encore une fois, le stand-up meeting. Il faut savoir que le CSOC, ce n'était pas que Paris 2024, Eviden, il y avait beaucoup de partenaires technologiques. C'était nécessaire pour être en contact des technos. Ça fait beaucoup de monde. Le stand-up meeting, ça paraît simple, mais je pense que dans différents contextes où vous vivez, vous avez généralement plusieurs fournisseurs de services. Ce n'est pas évident d'avoir un seul fournisseur. Et même si vous avez un seul fournisseur, souvent vous avez différentes équipes. Nous, on a pris le parti que tous les matins, ou en début de chiffre, parce que ça peut être de nuit d'ailleurs, on regroupait tous les partenaires, tout le monde, et puis en physique, on faisait un stand-up meeting, et chacun racontait les attaques. On faisait du métier de la cyber, donc on parlait des attaques, potentiellement des événements redoutés, et on s'est rendu compte qu'au départ, tout le monde avait un petit peu son précaré, qui avait une certaine limite, une certaine retenue par rapport à ce qu'on se racontait, parce qu'on ne vient pas des mêmes sociétés. On ne vient pas du même environnement et nos réflexes un peu cyber, ce n'est pas forcément de donner toutes les informations. Le stand-up meeting, la valeur de ce type de meeting, c'est que très rapidement, les barrières sont tombées. Et moi, je prends n'importe qui était dans le CSOC, on s'est retrouvé qu'avec des gros experts, et on s'est tous entraînés finalement, parce que toutes les informations à la fin, durant ces meetings, étaient complètement ouvertes. Et là, vous vous retrouvez avec un écosystème de personnes qui sont prêtes à collaborer, d'échanger les informations, et très rapidement, on a vu l'efficacité aussi sur l'expertise. Toutes les personnes, encore une fois, qui ont vécu les Jeux avec nous, ont tous dit qu'il y a un gain de compétences, d'expertise, d'analyse incroyable, un gain de maturité en cyber incroyable. Pourquoi? C'est parce qu'on était tous réunis et qu'on partageait les informations. Et ce partage d'informations, c'est quelque chose, je pense, qu'on va garder en termes de collaboration et d'efficience de la collaboration, justement. Par la suite, c'était humainement et, je veux dire, d'un point de vue cyber, fondamental de faire ce type de meeting. Et pour bien visualiser, à la fin des Jeux, c'était courant de voir un Chinois et un Américain préparer de façon informelle le stand-up meeting sous le regard bienveillant de l'ANSSI. Donc ça, c'était pendant, et puis on arrive à
à l'après. Donc l'après, la question qui vient souvent, c'est déjà vous faites quoi après? Alors après, en guise de reconnaissance de notre succès, de nos services rendus, on est au chômage, pour information. Le comité sera dissous dans quelques mois. Donc là, on est en train de finir la restitution des infras et après, on s'en va. Mais la vraie question qu'il y a derrière, évidemment, c'est OK, comment on passe à autre chose après ça? Après tout ce qu'on vous a décrit, tout ce qu'on a vécu, comment on revient à la vie civile? Moi, ce que j'ai dit beaucoup aux équipes, c'est pas de moi, hein, je me suis contenté de le paraphraser, c'est que ce qui est important, c'est pas de regretter que ce soit terminé, c'est de se dire on a eu la chance extraordinaire d'en avoir fait partie. Je prends aussi tout au long du projet un certain nombre de reproches ou de petits taquets qu'on m'a donnés comme ça, comme des badges de fierté. Quand on me dit l'équipe cyber, elle est un peu trop fusionnelle, elle se mélange pas beaucoup avec le reste de la direction de la technologie, super, mission accomplie. Ils peuvent devenir copains avec les gars de la technologie, on n'est pas ennemis. Mais ça veut dire que l'esprit d'équipe, il commence à être là. Quand on me dit Benoît, Paul-Henri, ils sont comme ça avec les équipes de Paris 2024, comment moi après je les restitue sur d'autres clients, ça me va très bien. Ça veut dire que là aussi, mission accomplie. En fait, on a vraiment fait partie d'une équipe. On a livré une rencontre sportive, on a livré la bataille pour la médaille d'or en cybersécurité olympique. Et on a gagné. Et on peut penser ce qu'on veut des circonstances dans lesquelles on a fait. Collectivement, c'est ça qu'on a réussi. Et c'est le genre de lien qu'on a noué. Et la raison pour laquelle on l'appelle les Survivors, c'est que, pour l'illustrer, c'est le nom du groupe WhatsApp où aujourd'hui on retrouve des partenaires olympiques, des fournisseurs et mes propres équipes. Donc voilà, c'est une formidable aventure. J'espère qu'on vous a donné une petite idée de ce que ça pouvait être. J'attire aussi votre attention sur le fait qu'en 2030, on devrait réorganiser quelque chose de très similaire. Donc si vous avez l'occasion d'en faire partie, d'y contribuer, ne serait-ce qu'au titre de l'écosystème, moi je vous dis foncez, n'hésitez pas, c'est quelque chose qui vous restera très très longtemps. Je voudrais aussi remercier tous ceux d'entre vous qui, au sein de leurs organisations respectives, ont contribué au succès de ces jeux, ont contribué à la défense nationale. C'était extrêmement important, c'est quelque chose pour lequel on s'est battu tout du long et on est fiers d'en avoir fait partie. Et puis, en guise un petit peu de clôture, puisque lors de la keynote d'ouverture, on avait applaudi l'effort collectif. Moi, je voudrais qu'on consacre nos applaudissements aux équipes qui étaient en pointe, qui étaient les troupes de choc de cette Team Cyber France et qui ont tout fait pour vous livrer les plus beaux jeux du monde. Merci pour eux. On vous a tellement dit bravo qu'il n'y a plus de bravo à vous dire. Et pourtant, il en reste un qui est celui bravo pour le sens du partage, parce que vous avez vraiment tout donné pour partager avec l'ensemble de la communauté et nous vous sommes vraiment reconnaissants. Merci à tous. Merci à vous. Et nous, rendez-vous à 16h pour la dernière conférence table ronde Largon les amarres.